Donc bonjour, on va enchaîner. Du coup, déjà merci. Je vais gagner du temps sur la présentation. Là, tous les concepts de biais sont assez clairs. Et le fait que c'est un vrai souci, ça là aussi. Juste un petit point sur le fait que les gens sont-ils concernés ou non par les biais ? Je pense qu'ils ne le sont pas concernés parce qu'ils ne savent pas, tout simplement aussi. Ces algorithmes par nature sont biaisés, mais on n'en a pas conscience. Et là, ça va être le cœur de la première partie, c'est essayer de faire comprendre que les biais peuvent être vraiment partout, même si on n'est pas méchant, voilà, c'est juste comme ça. Donc cette présentation, ça va être à propos d'un travail qu'on commence ici à Artefact, donc, avec Véronica et Emmanuel. On commence un travail de thèse pour réduire des biais sur des données un petit peu complexes. Donc on va faire une présentation en deux parties. Alors moi, déjà, je vais commencer en tant que scientifique. Donc moi, je suis ingénieur de recherche CNRS. Je travaille sur les biais, l'explicabilité, tout ça en IA. Ça fait 5-10 ans quand même que je commence à être vraiment dessus. Et on commence une thèse donc sur des données qui sont nouvelles pour moi que présenteront Véronica. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est d'où peuvent venir les biais, même si ça a été déjà un petit peu fait. On peut avoir des biais sans le vouloir et ils peuvent avoir un vrai impact social, voire maintenant légal. Et puis après, Véronica présentera le cas d'application sur lequel on va travailler. Alors, ouais, ça marche. Donc déjà un petit point, quelque chose de très factuel, c'est pourquoi l'IA se développe aujourd'hui. On a accès à des grosses ressources de calcul, on a aussi accès à beaucoup de données quantifiées, ce qui ouvre la porte à beaucoup d'applications, des choses liées à de l'innovation, de nouvelles applications qui peuvent être intéressantes, en faisant du machine learning. Le machine learning, comme ça a été dit, c'est quoi ? C'est finalement quelque part imiter des choses qu'on a déjà vues. Ce qu'on a déjà vu ici étant toutes ces données acquises, on va essayer de reproduire des phénomènes qui pourraient être faits par des humains, comme par exemple recommander un contenu à un utilisateur. Pourquoi ? Parce que des utilisateurs qui lui ressemblent ont aimé ce contenu, typiquement, voilà, tout simplement. Dans ce contexte-là, que font les réseaux de neurones ? Les réseaux de neurones, ils marchent bien pour faire ce type de prédiction sur des données complexes. Donc les images, le son, la voix, tout ça, ou même ce qu'on va voir avec Véronica, des nuages de points un peu particuliers. Alors, pour comprendre, dans ce contexte, on est vraiment sur ce monde du machine learning, décision automatique et biais. Pour comprendre d'où peuvent venir les biais, je vais vous faire un exemple qui est assez complémentaire de ce qu'on a vu dans la précédente présentation. Alors, je l'aime bien. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ? Non ? Bon, tant mieux. Médicalement parlant, c'est pas très sérieux. Par contre, c'est très pédagogique. C'est un exemple, je l'aime bien parce qu'il permet de bien comprendre ce qu'on fait en machine learning. Donc imaginons, on est un médecin, un généraliste. Donc chaque hiver, il a ses patients qui viennent, ils disent « j'ai ci, j'ai ça ». Lui, il utilise son expertise, il dit « est-ce que la personne est en fait en bonne santé ou est-ce qu'elle est réellement malade ?» Il voudra automatiser ce process. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il se dit « cette année, je vais, sur tous les patients qui viennent, je vais relever quel est l'âge du patient, je fais une prise de sang, quelle est la densité de globules blancs dans le sang de ce patient. Et après, j'utilise mon expertise, je dis « est-ce qu'il était en bonne santé ou pas ?» Donc, imaginons, j'ai une centaine de patients qui passent sur un hiver. Bon. Je garde ces données-là. Et à partir de ces données-là, je me demande, ces données qui contiennent une expertise quelque part, je me dis, si j'avais un nouveau patient, est-ce que je pourrais utiliser ces données indirectement pour prédire si ce nouveau patient est malade ou non ? Alors voilà, nous avec l'intelligence, intelligence humaine, à force de regarder les données, on saurait se faire un petit feeling, un petit sentiment de comment ça marche. C'est ce qu'on apprend normalement. Mais est-ce que la machine pourrait faire la même chose ? Alors comment on va faire ? Alors je vous ai dit, c'est un exemple un peu pipeau, mais pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'il a peu de données et il me permet de représenter ce petit graphe. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit graphe ? Ici, chaque point aux croix rouges, c'est un patient que j'ai eu. Alors là, de souvenirs, j'en ai une trentaine. Hop, est-ce qu'il y a un laser ? Ouais. Voilà. Ici, par exemple, là, j'ai ce patient-là. Ici, ça, c'est son âge. Et ça, c'est sa densité de globules blancs dans le sang. Là, j'en prends un autre. Il est un petit peu plus âgé. Et il a clairement plus de globules blancs dans le sang. Ceux qui sont représentés avec des points bleus, c'est ceux qui sont en bonne santé. Ceux qui sont représentés avec une croix rouge, c'est ceux
qui sont malades. Donc là, je représente toutes les données que j'ai eues. Alors, j'ai que 2 variables, donc je peux les représenter comme ça, c'est pratique. Et là, on voit quand même qu'il y a une tendance qui ressort des données. Et là, imaginons si mon nouveau patient était là. Alors, je vais vous demander d'utiliser votre intelligence humaine, votre expérience qui est déjà faite. C'est, est-ce que d'après vous, celui-là serait malade ou pas? Oui, voilà. Évidemment, il est malade. Parce que il est quand même entouré de gens qui sont malades. Alors, on peut toujours se tromper, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Mais globalement, on va dire il est malade. Donc ça, c'est l'intelligence humaine. Alors, on est en 2D, ça se fait bien visuellement. Quand il y a plus de dimensions, c'est plus complexe, mais on peut y arriver. Que va faire la machine? Alors la machine, ça c'est vraiment l'approche data scientist, machine learning. C'est d'abord, on va choisir un modèle. Nous, la question à laquelle on veut répondre, c'est malade, pas malade. On est sur quelque chose de binaire. Donc on va dire, on va poser un modèle qui nous permet de découper nos données en 2 groupes. Et on va dire, on va les découper à l'aide d'une ligne droite en 2D. On va avoir un modèle linéaire. Et donc on dit, on choisit, on va découper les données en 2 avec un modèle linéaire, donc qui séparera ça en 2. L'apprentissage à proprement parler, ça va être, on va utiliser les données avec ce modèle pour couper en 2 les données de la manière la plus optimale possible. Je pourrais les couper comme ça, je pourrais les couper comme ça, je peux les couper de pas mal de manières possibles. L'apprentissage, ça va être trouver les paramètres qui me découpent ces données en 2 de la manière la plus efficace possible. Donc là, c'est l'apprentissage à proprement parler. Alors après, il faut cross-valider. Bon, ça, je vais passer dessus. Mais c'est très, très important. Une fois qu'on a ce modèle, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser. On va dire, là, on a ce modèle-là. On a validé qu'il était raisonnable sur d'autres données, idéalement. Et une fois qu'on l'a, on dit, tiens, j'ai un nouveau patient. Où est-ce qu'il se situe? Ah, tiens, il est de ce côté-là de ma ligne droite. Donc, je vais le classer dans les malades. Bon, là, éventuellement, on se plante des fois. Le machine learning, c'est normal. C'est des choses statistiques. Il arrive que ça ne marche pas. Et c'est totalement naturel. C'est même prouvé mathématiquement. Ça ne marche jamais à 100%. C'est comme ça. Alors là, je vous ai montré des données qui se séparaient vraiment bien avec ma ligne droite. Mais maintenant, on va être dans un cas un peu plus réaliste. La frontière idéale de décision, c'est pas une ligne droite. Mais voilà, pour avoir un modèle un petit peu robuste, on va quand même séparer les données en 2 groupes avec quelque chose, un modèle linéaire. Ok, très bien. Globalement, ça va bien marcher. Voilà, là même j'ai envie de dire, on est dans un contexte où on peut tout voir. Dans la vraie vie, on ne peut pas tout voir. Les données, elles sont trop complexes, on ne peut pas tout vérifier. Donc ce genre de phénomène, où on a quelques données qui vont être mal classées, ça arrive, mais c'est comme ça. Mais en moyenne, on s'en sort pas si mal, et même limite, on fera aussi bien qu'un médecin. Si on regarde un autre médecin, on aura toujours une erreur de prédiction, et là, quelque part, on a quelque chose qui se tient. Maintenant, on arrive à la slide clé. Alors, elle est un peu complexe. J'espère que vous n'avez pas trop mangé de pain au chocolat, ici, pour que vous n'êtes pas endormis. Qu'est-ce qui se passe? On va s'intéresser à une autre variable, dite la variable sensible. Alors, variable sensible, c'est quelque chose qui n'était pas forcément dans les données, ça peut l'être. Tout à l'heure, c'était homme-femme, dans l'exemple précédent. Une variable qui peut être gênante. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être le genre, mais ça peut être aussi l'origine géographique, ça peut être l'âge, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Alors, par convention, en général, on appelle cette variable S, des fois on l'appelle A, bon, soit. On va avoir la majorité, la classe majoritaire qui est en général pas discriminée, ça va être 1. Donc là, pour chaque personne, je vais regarder, on va dire le genre par exemple, est-ce qu'on est sur homme-femme? Là on voit ceux qui sont dans la classe 1, qui ne sont pas forcément discriminés, c'est ceux-là. Alors il y en a qui sont malades, d'autres pas malades, forcément. Et puis là, ceux qui sont la classe 0, c'est la classe qui est potentiellement discriminée. C'est une notation. Et là, alors on voit du S0 qui est bien classé, du S0 qui est bien classé, du S0 qui est bien classé. Mais là, tiens, sur celles qui ne marchent pas, j'en ai quand même pas mal qui sont dans cette classe potentiellement discriminée. En fait, je n'avais pas regardé cette variable quand j'ai fait mon apprentissage, mais il se trouve que, pas de bol, j'ai quand même beaucoup plus d'erreurs pour les gens dans un certain groupe que pour les autres en général. Donc là, quelque part,
j'ai appris mon algo, j'ai fait tout bien comme il faut, j'ai même cross-validé, ça marchait plutôt bien, très bien. Mais il se trouve qu'il y a une variable que je n'avais pas regardée et pas de bol, mon algo marche beaucoup moins bien pour ce groupe-là que pour d'autres. Alors ça, c'est vraiment embêtant. C'est une source de biais. Bon, il en existe beaucoup d'autres, mais celle-là, elle est quand même pas mal embêtante. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ça, si après on utilise cet algorithme, on va bien se rendre compte que, tiens, pour certaines personnes, il ne marche pas très bien. Et peut-être que même ces personnes vont dire, non, franchement, c'est pas sérieux. Pour la réputation de la boîte qui a fait l'algo, c'est moyen. Pire encore, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du AI Act, donc qui va finalement encadrer l'utilisation de l'IA dans des cas un petit peu sensibles. Si on est biaisé sur ce genre de choses qu'on ne l'a pas vu, on peut avoir des soucis avec la justice d'ici 2025-2026. Il faut commencer à y réfléchir. Donc voilà, le message principal est les biais peuvent arriver, c'est comme ça, et il faut y faire attention. Alors un exemple un peu plus réaliste, plus vraie vie, le premier était très pédagogique, et celui-là. Maintenant, on va être dans le monde des ressources humaines. Alors là, je le fais sur un jeu de données qui est ouvert, proposé par LinkedIn, dans lequel, à partir de biographies, typiquement celle qu'il y a sur LinkedIn, on essaye de donner un score de si cette personne serait pertinente pour un emploi ou un autre. Donc là, quelque part, on est dans un contexte pré-screening de dossiers. On est un recruteur, on veut recruter, on veut voir des dossiers qui pourraient être pertinents pour avoir des interviews. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on a notre biographie. Alors là, on est dans le monde du NLP, les données type texte. On va les transformer de manière générique. Et puis après, on va utiliser un réseau de neurones spécialisé pour donner un score sur les différents métiers que pourrait exercer cette personne. Et là, voilà. Donc, pour cette personne-là qui est clairement chirurgienne, on a un score de 78% pour cet emploi-là. Donc là, ce type d'algo, voilà, là, on a des choses qui marchent bien. On est sur à 85% de bonnes prédictions en général sur 24 métiers, ce qui est vraiment pas mal et similaire à ce que feraient des humains. Sauf qu'on se rend compte que sur certains métiers, on a des biais de genre sérieux. Alors par exemple, dans ce jeu de données, sur le métier de chirurgien, si on est une femme, on a un petit peu moins de chances d'avoir notre dossier sélectionné que si on est un homme. Si on est software engineer, donc on est développeur informatique, on a à peu près 2 fois moins de chances d'avoir notre dossier sélectionné si on est une femme que si on est un homme. A contrario, si on est modèle, on a 2-3 fois moins de chances d'avoir notre dossier sélectionné si on est un homme que si on est une femme. Donc on a un algo qui marche bien en général, mais qui pour certains métiers est vraiment gênant, a des sacrés biais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, pareil, là je vous ai parlé du AI Act, on est complètement dedans. Si on met sur le marché un outil comme ça, sans avoir remarqué qu'il y avait ce type de biais, on peut être sévèrement sanctionné par la loi d'ici 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, on a évoqué justement ces méthodes pour améliorer les process, être plus justes. Donc là, un travail sur lequel j'ai participé ces dernières années. Donc il y a des méthodes de pré-processing, similaires tout à l'heure à enlever le genre dans les données. Donc on peut rendre neutres tous les textes. On peut dire, il y a des biais de genre, on va rendre tous les textes neutres. Donc ici, par exemple, les she peuvent se transformer en he pour tout le monde, ou le contraire. Et puis faire toutes nos prévisions comme ça. On peut aussi post-processer les décisions. On peut mettre des seuils qui sont différents pour les hommes et les femmes, afin d'avoir des décisions équivalentes dans les 2 cas. Alors ça, on va voir après, ça marche, mais voilà, c'est pas toujours le plus efficace, notamment sur des données très très complexes. Alors après, des choses plus compliquées, ce sur quoi j'ai vraiment travaillé, c'est le in-processing. In-processing, alors si on a accès à suffisamment de données d'apprentissage, on peut réapprendre les prédictions avec des pénalités sur les biais. On peut dire, si on a trop de biais de genre sur certains métiers, on va pénaliser ça. Et là, en apprenant directement les règles de décision. Donc ça marche pas trop mal. Donc je vais assez rapidement, après je vais laisser place à Véronica. Donc sur ce travail-là, donc juste pour montrer l'effet de différentes méthodes, c'est ici, sur ce métier de chirurgien,
Là, ici, on peut mesurer le biais. Donc, si on a un score de 0, on n'a pas de biais. Si on a un score de 15, on peut dire que, par exemple, en faisant un petit raccourci, il y a 16% de plus de chances d'avoir des biais, d'avoir des erreurs si on est une femme qu'un homme. Donc là, si on apprend le réseau de neurones qui fait les prédictions sans aucune contrainte, on a à peu près 15% de différence de qualité de prédiction. Si on fait du in-processing, là, on ne résout que très partiellement. Enfin, on le résout déjà un petit peu les biais, mais pas entièrement. On tombe à peu près à 9%. Et en faisant du in-processing, on tombe à 5%. Donc là, on commence à avoir des biais qui commencent à être beaucoup plus négligeables. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, du in-processing, si on regarde aussi la qualité des prédictions, en général, eh bien, on voit qu'on va très peu détériorer la qualité des prédictions en faisant du in-processing, plutôt que, alors là c'était pré-processing, j'ai une petite erreur, plutôt qu'en modifiant les textes. Parce que des fois, mettre le he ou she, cette information-là, peut permettre aussi de corriger des biais qu'on aurait dans d'autres variables. C'est assez complexe. Donc voilà, on peut en reparler si vous voulez lors des questions. Et là, je laisse la place à Véronica pour ce nouveau projet sur lequel nous allons travailler. Bonjour, je m'appelle Véronica et je fais une thèse chez Artefact depuis 4 mois sur le sujet des biais dans les modèles de vision par ordinateur. Et aujourd'hui, avec l'utilisation généralisée de l'IA, la question du biais et du fairness de ces modèles se pose de plus en plus, comme c'était déjà dit. Et en effet, ces modèles peuvent reproduire et même amplifier des discriminations qui sont présentes déjà dans les jeux de données d'apprentissage. Et pour cette thèse, nous voulons étudier notamment les modèles d'analyse d'images à la base de réseaux de neurones qui sont entraînés et utilisés en particulier pour des visages. Dans le cadre de notre travail, on a un jeu de données qui était proposé par L'Oréal. Et un modèle voit donc un visage comme point d'entrée. Et il a donc accès à toute l'information sensible que par exemple, l'origine ethnique, le gender ou l'âge ou bien la morphologie d'une personne. Et par conséquent, il est possible que ce modèle pourrait utiliser cette information sensible, ces variables sensibles, pour calculer la prédiction. Et il existe donc un fort risque de discrimination. Et pour mieux comprendre le problème qu'on a, il convient de noter que dans la littérature, il existe plus de 21 définitions du biais ou de fairness différents. Cette définition, elle varie en fonction de notre compréhension personnelle de ce que c'est le fairness ou le biais. Et un autre fait assez frappant, c'est que ces définitions du biais ne sont pas compatibles entre eux. Donc, dans chaque cas particulier, on doit prioriser ce qu'on voulait avoir en termes de fairness ou du biais dans notre modèle. Tout cela étant dit, nos 2 objectifs principaux de recherche sont de comprendre comment mesurer d'abord le biais dans les modèles de vision par ordinateur et deuxièmement de trouver un moyen de corriger ce biais lors de l'apprentissage. Et dans notre cas particulier, la source potentielle du biais sont l'âge et la couleur de peau. Et dans la littérature, le biais est généralement une variable discrète, voire même binaire. Et il existe déjà des solutions pour ce cas particulier, pour débiaiser le modèle, des modèles de computer vision. Supposons par exemple qu'on considère un dataset qui s'appelle Céleba. Ce dataset-là, il contient des images diverses de célébrités, des visages de célébrités. Et supposons qu'on voudrait, à partir d'une image de visage, prédire si la personne est attirante ou non. C'est ça notre problème. Dans ce cas-là, une variable sensible qu'on considère, c'est l'âge, et on le considère comme une variable binaire.
Du coup, on considère si une personne est jeune ou âgée. Et cet ensemble de données est déjà déséquilibré par rapport à cette variable sensible qui est l'âge. Et donc, si on essaye d'entraîner, si on entraîne un CNN classique, un réseau de neurones classique sur ce dataset-là, le biais dans les données, il sera encore plus présent dans notre prédiction. Donc, autrement dit, les gens seront plus souvent considérés comme attractifs que c'était même dans les données. Et pour débiaiser ce modèle, les références littéraires proposent des solutions qui comparent par exemple les distributions de sortie d'un modèle pour chaque des deux groupes, donc pour les personnes jeunes et âgées, par exemple en utilisant comme métrique, comme distance la métrique de Wasserstein. Mais cependant, dans notre cas, dans le cadre de cette thèse, notre biais est donné par une variable continue. Donc, on doit s'adapter les définitions du biais et du fairness à ce cas-là, et aussi les méthodes de débiaisage à une variable continue. Et dans le cadre de cette thèse aussi, on voudrait étudier le biais dans les modèles qui s'appellent 3DMM, 3D Morphable Model. Ce modèle est généralement construit sur les scans de visage de personnes. En fait, ce fait-là, ce qui se rend l'acquisition de ce modèle 3DMM très coûteuse. Et pour cette raison, ce modèle est également limité en termes de quantité des scans et de diversité des visages qu'on a dans le modèle. Et par exemple, on pourrait avoir pas assez de gens en termes de l'ethnicité, de l'origine ethnique ou de l'âge ou même de la couleur de peau. Et ce modèle donc est potentiellement biaisé. Cependant, ce modèle a de nombreuses applications assez cruciales, telles que par exemple la sécurité dans les aéroports, ou le diagnostic médical, où il est aussi utilisé pour les tests cosmétiques. Et la tâche la plus classique, c'est aussi la reconstruction 3D avec ce modèle-là, ce modèle 3DMM, de visage d'une personne à partir d'un selfie. Et pendant la première année de cette thèse, on aimerait essayer d'utiliser cette tâche de reconstruction 3D pour auditer les modèles 3DMM existants pour détecter les biais liés notamment à la couleur de peau. Pour le faire, vous voyez sur la slide de le pipeline, on voudrait effectuer la reconstruction 3D à partir d'une image d'un visage humain. Et pour mesurer un biais potentiel, on pourrait extraire des landmarks, des repères, à la fois dans selfie, qui est donné, et de sa reconstruction 3D qu'on fait en utilisant le modèle 3DMM. Et on pourrait comparer ces landmarks entre eux par rapport aux différents groupes de la couleur de peau. Donc, grâce à ce protocole, on pourrait proposer un package qui pourrait auditer les modèles 3DMM existants pour détecter s'il y a des biais dans ces modèles-là. Merci beaucoup.